Vous pensez peut-être que les sectes sont rares et que vous n'avez aucun risque d'en croiser. Mais si je vous disais qu'il y en avait peut-être une proche de chez vous et que vous pourriez peut-être un jour devenir leur prochaine victime, eh bien rapprochez-vous, vous êtes sur Conte Fécond et on va découvrir 3 histoires de personnes comme vous et moi qui ont croisé le chemin d'une secte. Alors ces 3 témoignages viennent tous de Reddit et comme d'hab, on a rajouté quelques voix off pour un peu plus d'immersion. Alors au programme, on verra un grand frère qui réalise que sa petite sœur est dans une secte, mais aussi un ado perdu qui rentre dans la scientologie et qui se fait retourner le cerveau, et enfin une famille voisine qui se comporte bizarrement avec les enfants. Alors ce premier témoignage, il nous vient de Do Something Search. C'est un utilisateur Reddit qu'on va surnommer Dwayne pour fluidifier. Bon, en tout cas, il est majeur, ça il le dit, et il vit en Floride, donc aux États-Unis. Et en automne 2017, ses parents partent en vacances pendant une semaine. Et donc, il lui demande de venir garder sa petite sœur jusqu'à leur retour. Alors la petite sœur, tout le monde l'appelle Gigi, et elle est encore au lycée. Alors globalement, le rôle de Dwayne consiste surtout à la conduire un peu partout. Il l'accompagne à l'école, chez ses potes, chez son petit ami, à des réunions religieuses. Parce que, en effet, depuis peu, elle va à l'église avec son petit ami et sa famille. Et donc, Dwayne et Gigi ont grandi dans la religion catholique. Sauf que en vrai, ils n'allaient pas souvent à la messe. Ils étaient pas hyper pratiquants, quoi. Donc Dwayne s'étonne que tout à coup, sa sœur s'investisse vraiment autant dans la religion, aller à tous ces trucs et tout. Il comprend pas ce revirement. Mais après tout, si elle veut devenir un peu plus croyante, c'est son choix, y a pas de souci. C'est pas à lui de l'en empêcher. Bref, en tout cas, les parents s'en vont et la semaine commence. Le lundi, Gigi va à l'école et passe du temps avec son petit ami. Je vais la chercher chez lui, y a rien à signaler pour l'instant. Mardi, elle va à la messe du soir après l'école, avec son copain. C'est la maman qui est censée la ramener à la maison. Mes parents ont demandé à ce que Gigi rentre à 21h maximum, tous les jours. Mais ce soir-là, elle rentre un peu en retard, vers 21h40 je dirais. Elle m'explique qu'il prépare une sorte de retraite spirituelle le samedi avec l'église. Ça me semble être une bonne excuse, et je lui fais confiance, donc rien de grave. Le mercredi et le jeudi sont des journées plutôt normales, Gigi rentre de l'école, elle passe un petit peu de temps avec ses amis et avec Dwayne, sauf que un peu bizarre, mais elle demande de retourner à la messe. Là, honnêtement, Dwayne, il est étonné. Parce que lui, quand il avait son âge, il avait pas du tout envie d'aller à l'église. Vraiment loin s'en faut. En fait, dès qu'il avait du temps libre, lui, il en profitait pour sortir avec des potes. Mais pas s'enfermer dans un endroit avec des gens qui prient et tout, quoi. Et là, il commence à avoir un mauvais pressentiment vis-à-vis de ses messes du soir. Et c'est justement le vendredi soir que tout va s'accélérer. Là, on est la veille de la fameuse retraite spirituelle du samedi. Et Gigi a prévu d'aller à l'église directement après l'école et de rentrer à 21h. Donc, de son côté, Dwayne, lui, il va voir des amis avant d'aller récupérer sa sœur. Mais le temps passe plus vite que prévu. Il envoie alors un SMS à Gigi pour la prévenir qu'il aura un peu de retard. Mais là, pas de réponse. Il l'appelle, mais toujours pas de réponse. Donc Dwayne attend un petit peu, il envoie un autre texto, mais là encore, rien. À ce moment-là, j'espère qu'elle est déjà rentrée à la maison. Peut-être qu'elle s'est simplement couchée tôt. Mais non. En arrivant, la maison est vide. Alors, je continue à l'appeler, à envoyer des textos, à appeler, à paniquer. Finalement, vers 22h45, elle m'appelle. Elle dit qu'ils sont encore à l'église en train de préparer la retraite et qu'elle n'avait pas le droit d'avoir son portable allumé. D'habitude, je suis le grand frère cool, mais là, c'est un peu trop. C'est quoi cet endroit? Je vais droit au but et je lui dis « Je viens te chercher, envoie-moi l'adresse par SMS, peu importe ce que tu fais, je te récupère. » Maintenant que Dwayne a entendu la voix de sa petite sœur, il se sent déjà un peu plus rassuré. Par contre, il est toujours furieux contre les gens qui s'occupent d'elle, quoi. Là, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, en arrivant à l'adresse de l'église, une dame l'attend dehors. Elle s'excuse du retard et elle explique que Gigi, elle devait rester pour préparer la retraite spirituelle. Dwayne, lui, il lui répond qu'il est responsable d'elle et qu'elle devrait rentrer à 21h. Donc, il lui demande quand même d'aller la chercher. Parce que là, c'est un peu too much, quoi. Sauf que la dame, elle dit que Gigi ne peut pas encore sortir car la réunion n'est pas terminée. Dwayne, lui, il s'en fiche un peu de tout ça, donc il perd patience. Tu fais venir Gigi tout de suite ou j'appelle la police pour enlèvement. Je suis son tuteur légal et elle a moins de 18 ans. Cette fois, la dame, elle lui propose alors d'entrer dans l'église. Mais Dwayne, lui, il s'en fiche, il ne bouge pas et il lui répète qu'il veut juste qu'elle aille chercher sa sœur. Donc la dame, elle entre et quelques instants plus tard, Gigi sort enfin du bâtiment. Et là, la dame lui donne des documents, un t-shirt et quelques consignes pour la retraite de demain. En tout cas, en repartant, Dwayne réfléchit. En fait, il veut mettre en garde sa petite sœur sur tout ça, mais sans trop la contrarier non plus, quoi. Donc, il doit bien choisir ses mots. Et finalement, à réfléchir, à cogiter, c'est Gigi qui parle la première. Et elle lui dit alors, elle ne veut pas ou elle ne veut plus en tout cas aller à la retraite spirituelle. Elle demande si elle peut rester à la maison et dire que lui, il lui a interdit d'aller à la retraite pour avoir une excuse, un alibi, quoi. Donc là, Dwayne, il fait banco, tant mieux, il est rassuré, quoi. Et évidemment, il accepte et il lui rappelle d'ailleurs qu'elle n'a pas à se forcer si elle n'a pas envie. Bref, sur le chemin du retour, Gigi explique pourquoi elle ne veut plus y aller. Il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, tout semblait globalement normal dans cette église.
elle avait soi-disant payé tous les frais de la retraite spirituelle de Gigi. Donc, elle les avait trouvés très généreux et gentils avec elle. Cette retraite était censée être une initiation et un engagement envers cette église. Le petit ami Gigi a déjà assisté à cette initiation. D'après lui, les responsables donnent un produit à avaler qui rend malade. Apparemment, c'est censé représenter tous les maux qui quittent votre corps. Sauf qu'après, vous vous sentez malade pendant 1 à 2 semaines. Et justement, ce vendredi soir, ma petite sœur a vu ce rituel de ses propres yeux. Bon, Gigi raconte qu'il y avait plein de fumée dans l'église et que ça sentait bizarre, et d'ailleurs les responsables de l'église ont donné quelque chose aux fidèles. Et tous ceux qui ont avalé ce produit se sont alors sentis très mal. En fait, tout le monde autour de Gigi était pris de convulsions. Les gens se mettaient à hurler et à vomir, ils semblaient vraiment effrayants, pas dans leur état normal. Mais heureusement, Gigi, elle n'a pas eu le produit. En fait, elle n'était pas censée en prendre avant sa première retraite. Par contre, le lendemain, elle était censée avaler cette espèce de substance bizarre. Bon, en tout cas, suite à ça, Dwayne, il a un peu plus enquêté sur cette église et il a découvert qu'elle n'était pas du tout rattachée à l'église catholique. En fait, il a lu les documents que la dame avait donnés à Gigi et c'était clairement du lavage de cerveau digne d'une secte, quoi. D'ailleurs, le mouvement, peut-être ça vous parlera pas, mais en tout cas, je le dis, ça s'appelle le Centre d'Espoir Familial. En tout cas, suite à ça, Gigi, elle a rompu avec son petit ami et elle n'est évidemment pas retournée dans cette église. Donc effectivement, ça avoue que c'est un peu bizarre, je sais pas jusqu'où elle aurait pu aller. En tout cas, dans notre prochaine histoire, eh bien, ça va parler d'une personne qui est allée bien plus loin dans le processus de recrutement d'une secte. Alors, ce deuxième témoignage, il est aussi raconté sur Reddit par un certain The A Flair. C'est pas très clair. Bon, en tout cas, bon voilà, on va le renommer, on l'appelle Tyler. Ça lui ira très bien. Alors, en 2016, il se trouve qu'il vit chez ses parents aux États-Unis et il est âgé de 17 ans au moment des faits. Et là, il est un peu paumé dans sa vie. Il a déjà quitté l'école et il bosse à l'usine. Sauf qu'il déteste le job et en plus, faut le dire, mais ses collègues, ils sont pas trop sympas avec lui. Et du coup, un jour, Tyler, il n'en peut plus. Et là, il part à la recherche d'un nouvel emploi. Il va alors au centre de recrutement de la police, mais aussi de l'armée de terre, de la marine, de la Croix-Rouge. Mais après plusieurs heures dans les démarches, il est pas très avancé. Et du coup, en retournant au coin d'une rue, il se retrouve soudain face à une pancarte qui retient son attention. En fait, dessus, il y a écrit « Test de personnalité gratuit. Entrée ». Bon là, Tyler, il observe le bâtiment derrière. Et en fait, il découvre que c'est un centre de scientologie. Oui, j'ai déjà entendu parler de la scientologie. J'ai déjà entendu des histoires horribles qui se passaient au sein de cette communauté. Mais Tom Cruise fait partie de la scientologie, et c'est mon acteur préféré. Et il a l'air d'avoir une vie plutôt correcte. Je suis piqué par une curiosité malsaine, alors j'entre dans ce bâtiment. Je suis immédiatement accueilli par une dame très aimable. Après quelques minutes, elle me présente un homme âgé, un certain Alan, le directeur du centre de scientologie de la ville. Là, le directeur emmène Tyler dans une petite pièce pour discuter en privé. Sachant que, il y a pas beaucoup de déco, mais en tout cas, il y a un grand portrait du fondateur de la scientologie affiché au mur. Là, Tyler lui raconte sa vie et ses problèmes pendant un petit moment. Bon, le directeur semble très à l'écoute et il a l'air de vraiment vouloir l'aider. Et puis à la fin, il lui donne le questionnaire de personnalité et il quitte la pièce. Bref, Tyler met 2 heures entières pour y répondre. Et ensuite, la dame de l'accueil l'emmène dans une petite salle de cinéma privée. Et donc là, Tyler se retrouve seul dans une salle de ciné pour visionner un film de 30 minutes. Et dedans, ça parle de sentiments, de doutes, de famille, de traumatisme. Et puis à la fin, le directeur, il vient lui annoncer les résultats de son test de personnalité. Et là, il lui dit que c'est l'une des personnes les plus démotivées qu'il n'ait jamais rencontrées. Je suis désolé, du coup, j'avoue que c'est ça doit être un peu dur. En tout cas, selon lui, il ne réfléchit pas assez et en même temps, il gaspille son talent. Bon, honnêtement, Tyler, il est quand même furieux, il est en colère d'entendre ça sur lui. Mais le directeur, il lui dit qu'il peut l'aider. Il me donne 4 livres et un DVD, et il me conseille de les étudier avant mon cours. Là, je crois que j'ai raté une étape. De quel cours il parle ? Le directeur m'explique qu'il m'a inscrit à un cours de scientologie. Je suis pas content car il n'a même pas demandé mon avis. Mais il arrive à me convaincre que si je ne vais pas à ce cours, ma vie va déraper d'ici peu. Il me fait payer une somme importante pour ce cours et me dit que je recevrai des infos par mail. Je quitte enfin le centre et je rentre chez moi en vitesse. Et là, Tyler se met directement à lire des bouquins de scientologie. Et il passe alors le week-end enfermé dans sa chambre à faire que ça. Et à partir de là, il se met à changer de comportement. En fait, il commence à prendre des notes sur lui et sur sa famille. Il échange aussi des mails avec le directeur du centre de scientologie. Et au fil des jours, Tyler commence à en vouloir à sa mère. En fait, il pense tout à coup que c'est à cause d'elle qu'il a tous ses problèmes. Sachant que pour rappel, il vit toujours chez ses parents, donc à partir de là, il se met à être vraiment un peu plus méchant avec elle. Il commence à mal parler à sa mère, il l'insulte parfois. En fait, il va faire son maximum pour l'éviter ou même pour l'ignorer. Et là, le directeur, il lui conseille même tout simplement de couper les liens avec elle. Et là, Tyler le prend au pied de la lettre. Il décide alors de mettre sa mère complètement en dehors de sa vie. Et puis en parallèle, il va aussi rejeter de plus en plus tout son entourage.
parenthèse, vraiment c'est un schéma classique dans une secte, les gourous font toujours en sorte d'isoler les nouvelles recrues de leurs proches pour mieux les contrôler. Parce que les proches peuvent toujours avoir une grande influence sur soi et comme la secte veut essayer du coup de faire la mainmise sur la nouvelle recrue pour mieux la modeler à leur image, c'est quand même plus simple. Mon premier cours de scientologie approche. À force de lire des livres et d'échanger avec le directeur, j'ai l'impression d'être supérieur. Je vois maintenant tous les membres de ma famille comme des gens inférieurs à moi. Je suis devenu quelqu'un de vraiment méchant. Mais quelques jours avant mon cours, mes parents m'interpellent. Ils me disent qu'ils s'inquiètent pour moi et qu'ils ont fouillé ma chambre. Mon père a pris tous mes livres de scientologie et le DVD. Je hurle, j'insulte mes parents, je leur dis des choses horribles. Je dis que je vais partir et que je veux plus jamais les revoir. Bon là, évidemment, la dispute entre Tyler et ses parents dure des heures, c'est rempli de larmes, de cris, mais les parents parviennent progressivement à faire revenir leur fils à la raison. Ils finissent par le convaincre que la scientologie, c'est vraiment une secte dangereuse. Et d'ailleurs, ils lui disent que, en fait, s'il est malheureux au travail, il aurait déjà dû leur en parler, quoi. Et là, Tyler réalise qu'ils ont raison. Mais il ne leur a jamais rien dit, et au lieu de ça, en fait, il s'est retourné vers la scientologie. C'est plus alléchant, c'est plus facile. Bon, là, les parents de Tyler le font alors s'asseoir et le réconfortent. En fait, lui-même, il n'arrive pas à y croire. Parce que, après tout ce que lui, il leur a dit et la façon dont il les a traités ces dernières semaines, ses parents l'aiment et tiennent toujours à lui. Pour lui, ça paraît insensé, quoi. Bon, en tout cas, dès le lendemain, il choisit vraiment d'envoyer un mail au directeur pour l'informer qu'il ne reviendra pas. Mais pendant les mois qui vont suivre, c'est assez fou, mais il va recevoir plein d'emails pour tenter de le convaincre de revenir. Et là, le directeur essaie de le persuader que tous ses problèmes sont à cause de sa mère. D'ailleurs, il lui écrit même qu'il ne sera pas surpris si un jour il apprend que Tyler s'est donné la mort. Et d'ailleurs, à un moment, Tyler reçoit un email très étrange en code binaire, c'est-à-dire que des 0 et des 1. Là, il va alors utiliser un traducteur de code binaire pour tenter de déchiffrer le texte, mais ça va lui donner qu'un mélange aléatoire de chiffres et de lettres. Bon, alors bien sûr, Tyler va tout ignorer, il va pas répondre au message et il va même bloquer l'adresse email du directeur. Sauf que, il va continuer à recevoir des mails de la scientologie, à chaque fois avec d'autres adresses. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, Tyler, il va beaucoup mieux, il ne s'est pas aussi, c'est un point important à savoir. Et surtout, il met en garde les autres de ne pas aller dans une église de scientologie pour éviter de tomber dans le même travers que ça. Parce que quand même, les gars, ils sont forts. Alors peut-être qu'il était un peu manipulable, c'est vrai. Mais ils ont quand même réussi à le transformer en monstre vraiment malveillant envers ses parents en seulement quelques jours. Alors que probablement, ses parents sont juste des gens qui font de leur mieux pour que ça aille bien pour lui, mais il est confronté aux réalités de la vie, comme un peu tout le monde en fait. Et peut-être que lui, ça a pris ce prisme-là, le fait d'avoir quitté l'école, etc. Du coup, ça a peut-être pas aidé. Mais bon, imaginez s'il avait continué à aller là-bas après quelques mois ou même quelques années avec eux. Là, il aurait peut-être eu un cerveau complètement lavé au Karcher. Et là, à ce moment-là, peut-être ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de croire ses parents ou en tout cas de revenir, on va dire, sur un chemin plus sain, on va dire. Bon, en tout cas, si vous êtes perdu, triste ou même en difficulté, n'hésitez pas à en parler à votre famille s'ils sont quand même un minimum compréhensifs, ou même à vos amis, ou alors à un médecin. Bref, n'hésitez pas à en parler à une personne qui saura vous écouter. Faites quand même attention avec les mouvements un peu à l'écart qui peuvent utiliser cette faiblesse contre vous. Bon, en tout cas, après cet événement, Tyler, il a reçu de l'aide et désormais, il se décrit comme une personne beaucoup plus heureuse et en paix. Et ce qui m'étonne, moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, dans cette histoire-là, c'est que le gars, Tyler, qui était quand même un garçon en perdition, on va dire, il était directement en contact avec le directeur. Et j'ai l'impression que pendant tout son blabla, quand il était là-bas, il était tout seul du coup dans cette salle, tout seul dans le cinéma, comme si l'église de Scientologie avait vraiment si peu de gens qui voulaient rentrer dedans qu'il y a quelqu'un qui leur a donné un peu d'attention, eux ça y est, ils ne le lâchaient plus. C'est un peu désespérant quoi. Voilà, je sais pas. Bon, en tout cas pour notre prochaine et ultime histoire, là ça ne finira hélas pas aussi bien. Alors ce troisième témoignage, et dernier témoignage d'ailleurs, est partagé par une certaine Egodrame. Et on va l'appeler Edwidge, ça ressemble un peu à la chouette d'Harry Potter entre nous, mais bon. En tout cas, cette fois, on remonte le temps vers la fin des années 1980. Et là, Edwidge, elle est encore une petite fille en âge d'aller à l'école primaire. Et donc, elle vit avec son père, sa mère et puis sa sœur aînée à Salt Lake City aux États-Unis. Bon, en tout cas, cette grande ville, faut que vous le sachiez, c'est une véritable capitale des Mormons. Sachant que les Mormons, c'est quand même une religion très conservatrice, qui est souvent considérée même comme une secte, parce que c'est parfois un peu too much quoi. Bon, en tout cas de son côté, Edwidge et sa sœur sont élevées dans la religion catholique depuis toute petite. Bon, elles habitent à côté d'une famille qui a beaucoup d'enfants. En fait, les deux maisons sont séparées par une simple clôture avec des planches de bois. Classique quoi. Et de temps en temps, 3 enfants du même âge qu'Edwidge escaladent cette clôture et viennent jouer dans leur jardin. Bon, faut le dire, ça va bien, tout ça est cool, ils s'amusent beaucoup avec elle et même avec sa grande sœur, mais ils ne restent jamais très très longtemps. À chaque fois qu'ils viennent jouer, une femme finit par leur crier de rentrer immédiatement. Souvent, elle leur crie dessus alors qu'ils viennent tout juste d'arriver, et les enfants obéissent directement. Sur le moment, je n'y prête pas attention. Après tout, ma mère aussi me crie souvent de rentrer. Un jour, on joue justement dans le jardin avec les 3 voisins.
Comme c'est l'heure de goûter, ma mère nous apporte des tranches de pommes et du fromage. Dans la religion catholique, on m'a appris à partager avec les autres, alors je partage mon goûter avec les petits voisins. En tout cas, plus tard dans la soirée, Edwidge dîne tranquillement avec sa famille. Lorsque tout à coup, quelqu'un frappe avec pas mal de force à leur porte. Là, le père d'Edwidge demande alors à tout le monde de rester assis et il va ouvrir. Et il se trouve que c'est le père de famille d'à côté. Et il vient parce qu'il a appris que ses enfants ont mangé des pommes et du fromage tout à l'heure. Et là, il est vraiment en colère parce qu'on ne lui a pas demandé son autorisation avant de nourrir ses enfants. Parce que apparemment, là on le découvre, mais les enfants ils suivent un régime très strict et très restrictif. Et en vrai, ils n'avaient pas le droit de manger ces aliments, des pommes et du fromage. Donc bon, pour info, le père d'Edwidge, c'est quand même un ancien marine d'1m90 et il ne s'énerve normalement jamais. Mais là, on l'entend jurer à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, c'est la seule fois de sa vie où Edwidge, elle a entendu son père vraiment hausser le ton. Bon, en tout cas, voilà, ça se clôt, l'autre il rentre chez lui, machin. Et après cet incident, les enfants du voisin n'ont plus le droit de venir jouer. En fait, désormais, ils restent de l'autre côté de la clôture et ils font leur vie. Après, des fois, ils viennent juste discuter à travers les trous, dans le bois. Mais ils ont quand même l'air d'avoir vraiment peur de revenir dans le jardin. Et donc, ils vont rester discuter aussi longtemps qu'ils le peuvent. Mais, comme toujours, une femme sévère finit par sortir et à leur crier dessus. Là, les enfants ne disent alors même pas au revoir et ils rentrent en courant. Sachant que Edwidge, elle est encore trop jeune et trop innocente pour comprendre à quel point c'est bizarre. En revanche, ses parents semblent assez inquiets de ce qui se passe chez les voisins. Au fil du temps, la famille des voisins s'agrandit encore avec d'autres enfants. Je les vois parfois jouer dehors entre eux. Leur style vestimentaire évolue progressivement. Au début, ils avaient des vêtements normaux, comme tous les enfants de notre âge. Mais maintenant, ils portent tous des chemises et des jeans. Les filles ne portent plus aucune robe. J'ai des camarades de classe avec des parents stricts, certes, mais pas à ce point-là. En tant que petite fille innocente, je me dis que les voisins sont peut-être super punis pour avoir fait quelque chose de mal. Ça me chagrine et je suis vraiment triste pour eux. Et puis un jour, la voisine du même âge qu'Edwidge lui fait signe de venir à travers une ouverture dans la clôture. En fait, elle lui raconte que sa famille doit déménager. Et ils vont alors tous vivre dans un ranch en Arizona et ils ne reviendront ici probablement jamais. Bon, Edwidge, en apprenant ça, elle est triste. En fait, elle aimait bien les autres enfants. Et là, elle lui tend alors un bracelet à la voisine pour lui offrir un bracelet de l'amitié. Sauf qu'en voyant ça, la voisine refuse avec une expression de terreur sur le visage. Et juste à ce moment-là, deux femmes plus âgées sortent de la maison. Déjà, l'une des deux femmes, elle a une allure de gorille et l'autre, elle est un peu plus mince avec les cheveux blonds. Et toutes les deux sont vêtues de robes assez similaires. Et là, elles ordonnent alors à la petite voisine de rentrer tout de suite. Et ce sera alors la toute dernière fois qu'Edwidge verra cette famille étrange. Et personne depuis dans le coin ne les a jamais revus. Bon, en tout cas, les parents d'Edwidge, eux, ils ont l'air assez soulagés. Mais environ un an plus tard, un jour en fait, sa mère commence à poser plein de questions au sujet de ses anciens voisins. Et là, elle demande à Edwidge et à sa sœur si elles sont déjà allées chez eux, si elles les ont d'ailleurs déjà invités à des cérémonies de mormons. J'ai à peine 9 ans et je déteste aller à la messe catholique. Alors pourquoi j'aurais voulu m'embarquer dans une autre religion ? Je réponds donc non à ma mère. Mais elle insiste et elle continue à nous poser d'autres questions du même genre. Elle est tellement insistante que même mon père s'inquiète. Un soir, ma mère nous pose des questions particulièrement agaçantes. Mon père la prend à part et j'entends qu'il lui dit quelque chose du genre « S'il savait quelque chose, tu ne crois pas qu'il l'aurait déjà dit à quelqu'un ou à nous ? C'est juste des gamines, elles ne savaient pas. » Bon là, clairement, on dirait qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. Mais Edwidge n'en apprend pas plus et le temps passe. En fait, ce n'est que bien plus tard, en 2008, donc quand même 20 ans plus tard, qu'Edwidge repense à toute cette histoire. Et là, par hasard, alors qu'elle est grande maintenant, elle décide d'appeler ses parents pour en savoir plus. En fait, il se trouve que la famille voisine, elle était membre d'une branche radicale des Mormons. Sachant que les Mormons sont déjà un peu radicaux, voilà, ça vous donne une idée. C'est une sorte de petite secte dirigée là par un certain Warren Jeffs, qui est considéré comme un criminel américain puisque le gars a été condamné. Et là, bon, attention, on va quand même finir avec un sujet un peu quand même sensible pour certaines personnes. En fait, il se trouve que ce gourou, donc le Warren, il avait interdit Internet, la radio, la télévision et la couleur rouge à ses disciples. Et il envoyait alors ses hommes de main fouiller les domiciles à la recherche d'éventuels objets interdits, comme du rouge. Bon, à un moment, il a fini par être condamné pour abus sexuels sur mineurs et complicité de viol. Et on l'a aussi accusé d'avoir arrangé des mariages illégaux, notamment à son profit. Sachant que le gars, pour info, il aurait eu 78 épouses, dont 24 avaient entre 12 et 17 ans. Et d'ailleurs, le père de la famille voisine, qui était venu les engueuler donc ce fameux soir, il pratiquait la polygamie et il avait plusieurs femmes. Bon, quelques années plus tard, en tout cas, Edwidge reçoit une dernière information tragique. En fait, elle apprend que la petite voisine, qui avait son âge, vient de se donner la mort. En fait, elle s'était mariée à un autre membre de la secte, mais elle avait fui son mari car il était apparemment violent avec elle. Là, Edwidge a alors demandé plus d'infos à sa mère, mais elle a catégoriquement refusé. Donc, il y a probablement des détails encore plus sombres et glauques qu'on ne connaît pas.
Voilà pour cette histoire-là et pour nos 3 histoires du jour. Ça fait un petit quelque chose, j'avoue, quand même, en les entendant et en les racontant. Donc faites attention avec les sectes, évidemment, au sens large. Elles peuvent avoir différentes formes. Et après aussi, sachez que là, on disait secte, mais pour être considéré comme une secte, parfois, du coup, c'est vrai qu'on a le mot un peu facile dès qu'on voit un truc un peu louche, mais tout n'est pas une secte non plus, quoi. C'est parce que du coup, il y a des gens qui se réunissent et qui commencent à prier que c'est une secte non plus, quoi. Pour être une secte, en tout cas en France, il faut remplir tous ces critères-là. C'est quand même des trucs assez stricts. Mais en tout cas, il y a souvent un critère assez parlant avec les sectes, c'est que c'est facile d'y rentrer, mais c'est difficile d'en sortir. Regardez par exemple avec la scientologie, justement dans la deuxième histoire, quelle galère, quoi. En tout cas, si vous avez des histoires à raconter vis-à-vis des sectes, n'hésitez pas à en parler en commentaire. En attendant, si vous voulez découvrir un environnement fabuleux qui n'est pas une secte, mais une université où on apprend à contrôler ses rêves, sachez que ma saga Noisuli en cause vraiment de long en large et en travers. Mais elle n'est pas encore sortie. Ça, c'était une édition spéciale dédiée à mes contributeurs. Si vous voulez en savoir plus, quand le livre sortira vraiment, ce sera en 2026 normalement, eh bien, inscrivez-vous à ma liste d'emails privés Morpho. Je vous mets le lien directement là en description. Et sur ce, moi, je vous dis, faites de beaux rêves.